Voici celle-là. Est-ce que tu peux me donner, toi, ta définition du steampunk? Non. Non. Je n'ai pas de définition du steampunk. Le steampunk, je peux reconnaître une œuvre steampunk, je peux reconnaître le genre steampunk, mais te donner une définition qui serait absolue, c'est comme chercher à définir la science-fiction. On sait que ça existe. Le steampunk est une uchronie, donc on va réécrire l'histoire. C'est une uchronie déviante, parce que l'histoire que l'on va récréer n'est pas une histoire réaliste, ça va être une histoire avec de la science-fiction, de la fantasy, et ça va être une histoire déviante référentielle, parce que comme on va se tourner vers le 19e siècle, on va pouvoir réutiliser les héros, les thèmes, les œuvres, mais aussi les auteurs, les artistes de l'époque. Expliquer à quelqu'un ce que c'est que le steampunk, eh bien, c'est dire que c'est de reprendre du Jules Verne en y mettant de la science-fiction, quelqu'un comprend instantanément. Parce que ça fait partie littéralement de notre culture commune qui nous définit. Le steampunk est né 3 fois. Il est d'abord né à la toute fin des années 70, quand il y a eu des écrivains, comme Michael Moorcock par exemple, qui se sont mis à écrire des histoires qui se déroulaient au 19e siècle et qui utilisaient quantité de personnages de fiction. Ensuite, on a un trio de jeunes écrivains américains, des Californiens, K.W. Jeter, James Belloc et Tim Powers, et qui vont, par la force des choses, écrire des romans victoriens, qui vont mélanger de la science-fiction, etc. Ça surgit à la fin des années 80, et là, le public, surtout le public de spécialistes, est un peu dubitatif, parce que la grosse mode, c'était donc le cyberpunk. Cette forme de science-fiction très radicale, très politisée, très codifiée, qui était une façon de dénoncer la société contemporaine avec une espèce de nihilisme réellement militant. D'un côté, il y avait ça, le cyberpunk, et on a ces 3 auteurs californiens qui se mettent à arriver avec leurs histoires qui se déroulent dans ce Londres victorien un peu farfelu. Incompréhension totale. Et c'est en 1987, dans le courrier des lecteurs du magazine américain Locus, que K.W. Jeter a envoyé une lettre en disant que ce qu'ils écrivaient, on n'avait qu'à appeler ça steampunk. Le mot steampunk, c'est un mot valise. Steam à la vapeur, punk, c'est cyberpunk. Donc le mot, c'est une blague. Il y a le virage des années 2000. C'est que tout d'un coup, il y a une montée en puissance parce qu'il se produit à la fois une offre éditoriale, la visibilité donnée par Internet, qui permet à tout un chacun, où que l'on soit, de pouvoir entrer en contact avec des gens qui partagent le même goût, qui permet aux gens de montrer leur création. Donc avoir une caisse de résonance mondiale. Et ça, c'est quelque chose qui a été fondateur dans la naissance du steampunk. En France, tout se joue en 1999. C'est l'année de la sortie d'une anthologie de Daniel Rich qui s'appelle Futur antérieur. Mais c'est aussi l'année où les éditions Mnemos se créent et comme toute jeune maison d'édition, vont publier de jeunes auteurs qui vont provenir principalement du milieu du jeu de rôle, qui vont écrire des textes de steampunk. Donc il va y avoir Delius de David Calvo, Les Confessions d'un automate mangeur d'opium, de Fabrice Collin, La Lune seule le sait de Joan Elio. Ils se mettent à faire du steampunk francophone. Donc ça va être les Brigades du Tigre, ça va être Paris, ça va être les romantiques décadents de la fin du 19e siècle, etc. Le steampunk, justement, cherche à revitaliser des imaginaires que l'on a oubliés, des esthétiques que l'on a oubliées. Le steampunk anglais sera plutôt dans les années 1890, tandis que le steampunk français, nous, on est après le passage du XXe siècle. C'est les années folles, la belle époque, donc l'art déco, l'art nouveau. Il y avait tous les arts qui naissaient, ça bouillonnait de partout. C'est l'époque où en France, nous avons une littérature de super-héros, donc les gens qui se mettent à se passionner pour les aventures, que ce soit les mystères de Paris, Rocambole ou les romans de Fantomas. Pour n'importe quelle culture au monde, il est possible de trouver sa spécificité, son originalité steampunk, et revisiter toutes les histoires.
Le steampunk asiatique existe, le steampunk espagnol, sud-américain existe. Je pense que c'est quelque chose de très très sain aujourd'hui de se rappeler d'où nous venons, puis après de revenir à notre époque. Avec peut-être de l'inconnu, avec du nouveau, avec de l'ancien oublié, avec des valeurs différentes, un regard différent posé sur les choses. Ce que j'aime dans le steampunk, c'est la sidération. Le moment où quand tu vois quelque chose, tu fais « waouh ». Tu as un choc. Alors ça peut être un choc esthétique, un choc artistique. Cet effet de merveilleux est quelque chose qui enchante notre réel. Parce que le bouillonnement culturel est une chose qui à mon sens, nous est essentielle.